Eh bien écoutez, on va parler aujourd'hui avec vous et avec Olivier de mutations, les mutations subies et les mutations voulues, d'inquiétudes, des inquiétudes face à un monde qui peine à mourir et un autre qui hésite à naître. On va parler aussi de complexité, beaucoup de complexité, de modernité, de post-modernité, de transmodernité. On va revenir un tout petit peu sur ces concepts un peu compliqués. Voilà, toutes ces choses qui impactent nos vies subrepticement, mais très profondément. Voilà, je voudrais reprendre le slogan pourri de François Hollande pour sa campagne de 2017 qui clamait « Le changement, c'est maintenant ». Je dis que c'est le slogan pourri parce que, par définition, le changement, c'est maintenant, ça change tout le temps. On n'est pas dans la statique. Bon, tout ça, on va l'éclairer avec Olivier Bessy. Olivier est un universitaire, sociologue spécialisé dans le loisir et le tourisme, spécialiste de l'innovation et de la transition touristique. Et il est aussi le patron, le directeur du Master Tourisme et Développement Territorial de l'Université de Pau. Donc on va voir tout ça avec lui et on va essayer de l'éclairer par tout ça par des exemples qui touchent au tourisme, aux mobilités et aux loisirs. Bon, avant de te laisser la parole, Olivier, juste avant d'arriver dans cette salle, j'ai des personnes que je connais un tout petit peu qui m'ont interpellé en me disant on n'y comprend rien. On n'a rien compris au petit résumé qui est dans le programme et qui tente d'expliquer ce dont vous allez parler. On n'y comprend rien. Alors je me suis dit que face à un tel désarroi, il fallait que je tente un tout petit peu un éclairage. Je vais être totalement schématique. Tu développeras avec le talent qui est le tien et la clarté qui était légendaire, tout ça ensuite. Bon, on va parler, je vous l'ai dit tout à l'heure, de modernité, de postmodernité et d'hypermodernité. Alors pour faire très très simple à mon niveau, la modernité, pour moi c'était l'esprit des Lumières. Ça naît avec les Lumières. Et puis on est toujours sur ce grand mouvement. La postmodernité, c'est le désarroi, la perte des utopies révolutionnaires. Voilà, le désenchantement, le constat du désenchantement du monde, la crise profonde de l'idée de progrès, le constat des faillites économiques, écologiques et sociales, la perte des repères moraux et religieux, le relativisme dans les sciences et effectivement le pessimisme ambiant. On y est beaucoup. Et quand on entend un tout petit peu ce qui se dit à la radio, à la télé, quand on a la faiblesse de lire quelques livres, la postmodernité est à l'ordre du jour. Et puis il y a l'hypermodernité. C'est une sorte de saut qualitatif absolu. L'hypermodernité, c'est la transgression, c'est l'exhibitionnisme, c'est l'extravagance, c'est la démesure, c'est le processus continuel et intense d'individuation. Et puis, c'est de tout cela dont il va s'agir. Alors, on va commencer, mon cher Olivier. Ah, je ne me suis pas présenté. Donc, moi, je m'appelle Gérard Casalis. J'ai 40 ans dans le tourisme et depuis, au sens moqueur du terme, je suis un touriste. Bon,
Merci, merci Gérard. Oui, bon. Est-ce que dans un premier lieu, tu peux me définir cette transition dont on essayait de parler tout à l'heure? Oui, peut-être juste avant de dire que on n'est pas là aujourd'hui devant vous pour, je dirais, énoncer un certain nombre de certitudes, mais plutôt poser des questions, être dans le doute, mais essayer en même temps de défricher les mutations sociétales actuelles pour essayer de comprendre comment les individus d'aujourd'hui peuvent se reconstruire par rapport à une société qui est en effervescence, qui bouillonne, où les pertes de repères sont largement claires. Donc, par rapport à ça, effectivement, on est dans une société en transition à tous les étages, politique, économique, culturel, social et bien entendu touristique, ce sur quoi je travaille plus précisément, mais le tourisme n'est pas un en soi, il est totalement intégré dans notre société. Donc, j'ai envie de vous donner une définition de la transition que je trouve très bonne parce qu'à elle seule, elle résume bien la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, c'est Maurice Godelier qui l'a défini comme une phase de l'évolution d'une société où celle-ci rencontre de plus en plus de difficultés internes et externes à reproduire le système économique et social sur lequel elle se fonde et commence à se réorganiser plus ou moins vite, plus ou moins violemment, avec un certain nombre de convulsions sociales dont on reparlera, sur la base d'un système qui finalement devient à son tour la forme générale des conditions nouvelles d'existence. Et dans cette définition, il y a tous les mots-clés que je vais utiliser durant mon exposé. En tout cas, ça montre bien dans cette définition qu'il y a une nécessité aujourd'hui à rentrer en transition dans le but de passer d'un état à un autre, état qui reste bien entendu à construire en réorganisant le modèle de développement de notre société. L'actualité scientifique comme médiatique le montre bien et le thème de ces idées mènent le monde en est la parfaite illustration. Cela étant dit, les citoyens, dans leur majorité, estiment que le système capitaliste traditionnel ne fonctionne pas, ou en tout cas beaucoup moins qu'hier, et qui conduit à une société qui n'est pas suffisamment apaisée, mais au contraire en tension permanente, et j'essaierai de vous le montrer. Pourquoi ce changement s'impose-t-il à nous? Alors pourquoi ce changement s'impose à nous? Pour plusieurs raisons. Le paradigme, je dirais, néolibéral, irrigué par la logique mondialisée, capitaliste, est de moins en moins soutenable en l'état actuel du monde. Et le révélateur du Covid nous l'a bien montré, dans la mesure où ce contexte génère plusieurs éléments qui sont tout à fait intéressants à relever. Tout d'abord, une forte vulnérabilité, une vulnérabilité de plus en plus importante sur le plan socio-culturel, sur le plan environnemental et sur le plan économique. Je ne veux pas développer ces aspects-là, tout le monde, je pense, les connaît bien. Une incertitude grandissante, que ce soit sur le plan économique, climatique, politique, religieux ou sanitaire, avec bien entendu le Covid qui nous a montré toute cette incertitude, et on est toujours dans le questionnement, jusqu'à quand, comment, hein. Et donc il y a aujourd'hui, on ne peut plus savoir exactement où on va et comment on va y aller. Il y a une contradiction dans laquelle nous débattons et qui implique de réinventer finalement notre relation au monde. Des tensions multiples entre la logique économique, la logique culturelle et la logique environnementale, avec un certain nombre d'épreuves que traversent les individus, une épreuve associée à des formes de mépris, d'injustice, de discrimination, le renforcement des inégalités. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont très aujourd'hui observables, de même que la complexité de notre monde, hein, le défi de la complexité, très bien expliqué par Edgar Morin, sur lequel je reviendrai. Donc Bertrand Piccard en parlait hier soir dans son allocution. On est dans une espèce de puzzle, hein, où chaque pièce doit être en interaction avec les autres pour constituer le puzzle dans sa globalité, une forme d'interdépendance. Et il y a une tension très forte entre la valorisation de l'échelle locale et de l'échelle globale. Enfin, le Covid, c'est plus qu'une crise,
Hein, tous les grands sociologues l'ont bien montré, notamment Bruno Latour. C'est vraiment une catastrophe, une révolution, un événement qui provoque des mutations extrêmement importantes, voire irréversibles. Et c'est quelque chose qu'on va avoir du mal à se remettre parce qu'il y a beaucoup de déséquilibres économiques et environnementaux qui ont malmené notre monde. Donc c'est vraiment une véritable révolution qui va laisser de profondes empreintes dans la société tout entière. Il nous oblige à ne pas repartir comme hier, mais à inventer progressivement un nouveau modèle. Juste un point, ce que tu veux dire, c'est que c'est une crise, le Covid, qui n'est pas une crise anodine, c'est une crise qui a provoqué des ruptures. Oui, donc c'est plus qu'une crise. C'est plus qu'une crise. C'est une catastrophe au sens de Bruno Latour. Exactement. Voilà. Et donc, je pense que par rapport à cette catastrophe, à cette nouvelle période dans laquelle on rentre, nous devons de réfléchir à essayer de voir comment on peut inventer un nouveau modèle économique, comment on peut initier un nouveau paradigme écologique et définir un nouveau contrat social. Je pense qu'il faut agir sur les trois leviers en même temps et pas uniquement sur l'aspect écologique en oubliant la dimension économique ou la dimension socio-culturelle. Voilà pour cette première partie sur les éléments de contexte, Gérard. Bon, alors on en vient au concept, aux intitulés qui avaient jeté un certain trouble parmi les personnes que j'ai rencontrées avant d'arriver dans cette salle. Bon, j'ai essayé de les définir très maladroitement et schématiquement tout à l'heure. Tu vas être un tout petit peu plus complet et explicite que moi. Est-ce que tu peux préciser quel est le paradigme de l'hypermodernité? Alors, par rapport à ce qu'a expliqué Gérard sur la modernité qui rentre en rupture avec la postmodernité dans les années 60, avec la révolution de mai 68, très rapidement, la société de consommation se développant, la modernité s'est accélérée, s'est radicalisée, et on est rentré dans une phase d'hypermodernité qui a commencé à se développer dans les années 80 avec le culte de la performance, l'icône Bernard Tapie qui symbolisait complètement cette culture-là, et qu'on peut aujourd'hui considérer comme s'arrêtant, mais c'est très difficile. Chaque forme sociétale n'a pas de rupture. C'est pas une année qui concerne la rupture, c'est quelque chose qui se fait progressivement. Mais on peut considérer qu'à partir des années 2008, le grand récit de l'hypermodernité, celui de la révolution néolibérale des Thatcher et des Reagan, finalement, est pris en défaut par la crise financière des subprimes qui écroule le monde économique. C'est une date clé. Après, bien entendu, l'hypermodernité, elle est encore présente aujourd'hui, comme on va le voir. Elle était présente avant les années 80 aussi, mais c'est des formes dominantes sur certaines périodes. Le récit de l'hypermodernité, en fait, c'est un récit qui rime avec la démesure, avec la surenchère permanente, avec l'excès. Les individus cherchent à intensifier leur expérience. Ils sont à la recherche de la performance, de l'inédit. Ils s'inscrivent dans un processus d'accélération permanente de la société, une forme de progrès infini ou encore ce qu'on appelle l'illimitisme, c'est-à-dire un monde sans limite. À l'instar d'un certain nombre d'exemples qu'on peut citer et qui s'inscrivent dans cette idée que c'est le règne du toujours plus, finalement, qui domine et se décline dans le toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus rapide, toujours plus long, toujours plus sensationnel, toujours plus extraordinaire. C'est l'escalade paroxystique du toujours plus que l'on peut retrouver dans des exemples comme le Black Friday, comme la ville de Dubaï et ses extravagances, le tourisme spatial, la quête de l'extrême. Donc voilà, la culte de la performance et du vertige, au service finalement de la spectacularisation permanente de soi dans le but de se valoriser et de consommer toujours plus pour exister. On se construit finalement son identité dans la consommation toujours plus forte. Oui, non seulement plus forte, il y a une sorte de... Il y a un jeune philosophe que j'aime bien parce qu'il est brillant. C'est pratique pour aimer quelqu'un quand il est brillant. Un jeune philosophe qui s'appelle Tristan Garcia, qui a fait un bouquin remarquable sur ce qu'il appelle la dictature de l'intense.
Et ça cible effectivement tout ce profil que tu viens d'évoquer. On est piégé par la nécessité d'être intense. Exactement. Et quelque part, des sociologues, ou des philosophes comme Jean Baudrillard dénoncent presque un rêve de l'hypermodernité, la fiction de l'hypermodernité, l'illusion de l'hypermodernité, en lien avec le mythe de Sisyphe. Vous savez, Sisyphe, cette personne qui pousse le rocher pour lui faire atteindre le sommet de la montagne, mais en même temps que le rocher grimpe, la montagne gagne en mètres. Et donc, il n'arrive jamais à amener le rocher en haut de la montagne. Oh, c'est pire que ça quand il y arrive, parce qu'il y arrive, dès qu'il se retourne, le rocher redescend. Voilà. Et je vous rappelle la conclusion tout à fait extraordinaire de ce mythe de l'absurde qu'est le Sisyphe de Camus, qui dit à la fin du mythe de Sisyphe, et c'est ce qui nous concerne, il faut imaginer Sisyphe heureux. Oui, exactement. Donc, vous voyez, ça va jusqu'à cette fiction, quoi, ce rêve de l'hypermodernité. Ouais, l'hypermodernité, c'est le triomphe de l'individu réflexif, hein, qui va toujours chercher à atteindre une certaine efficacité à travers la flexibilité, l'ubiquité, la simultanéité, toutes ces notions qui vont lui permettre de se construire dans un monde de plus en plus, je dirais, incertain. Donc il y a un travail identitaire considérable pour exister. La vie se transforme en une maladie identitaire chronique, à l'individu finalement conforme, appliquant les normes de son milieu, ce qui était le cas de la construction identitaire hier, c'est substituer l'individu trajectoire qui est à la recherche permanente de son identité personnelle. Donc c'est l'invention de soi. L'individu hypermoderne s'invente dans cette surenchère, dans cet excès que l'on développera tout à l'heure à travers des exemples. Un grand historien, Marcel Gauchet, parle à ce propos d'une mutation anthropologique qui caractérise et irrigue l'ensemble de notre société. Alors bien entendu, c'est un paradigme qui est aujourd'hui à questionner, dans la mesure où il montre aujourd'hui ses limites. Hein, on le voit bien. Il semble être de moins en moins soutenable, ni sur le plan écologique, parce qu'il génère, bien entendu, par ses consommations outrancières, je dirais, un épuisement des ressources de la planète, un dérèglement climatique, une empreinte écologique de plus en plus forte. Sur le plan économique, il est aussi critiquable, car la logique capitaliste de la croissance continue comme mode unique de développement paraît de plus en plus difficile à tenir, avec de nombreux dysfonctionnements, des crises à répétition, du chômage. Et sur le plan culturel, il est de moins en moins adapté, car il ne contribue pas vraiment à l'épanouissement, au bonheur de chacun, générant davantage finalement de stress, de tension, que d'équilibre et d'harmonie. Donc c'est le sens même de nos vies qui est questionné, de nos existences et de nos projets par ce modèle-là. Mais en même temps, c'est difficile finalement de s'en départir. Pourquoi ? Parce qu'on a pris des habitudes de consommation. Il y a aussi un investissement socialement valorisé dans la consommation, quelle que soit sa position sociale. Pour les classes aisées, on est sur des consommations distinctives. Pour les classes plus populaires, on est sur des consommations d'intégration, de reconnaissance. Donc c'est quand même, quelque part, quelque chose qui continue de fonctionner. On a du mal aussi à abandonner nos jouets préférés, de renoncer à notre liberté. Oui, je voudrais que tu reviennes sur ces marqueurs de consommation, parce que ça me paraît intéressant. Oui. Le besoin de distinction et le besoin de rassurance. Voilà. Ben, disons qu'aujourd'hui, si la société de consommation perdure, c'est parce que consommer, ce n'est pas un acte anodin, c'est un acte symbolique dans lequel les différents groupes sociaux se valorisent différemment. Et si pour certains, la voiture reste encore un objet de plus en plus distancié et critiqué, pour d'autres, ça reste encore un objet social valorisant et valorisé. Donc il y a des distinctions selon les groupes sociaux. Et enfin, je veux dire que c'était aussi difficile à renoncer à notre liberté absolue. Et on l'a bien vu dans la crise Covid, on a été contraint de consommer comme on veut, quand on veut, où on veut et avec qui on veut. C'est une liberté que la société de consommation nous a léguée, même si elle est parfois surdéterminée par un certain nombre de normes et de modèles médiatisés. Bien entendu, notre liberté est toujours relative, mais on y tient quand même énormément. Donc, d'après une enquête de l'IFOP,
réalisé début 2021, 72% des Français considèrent que la transition écologique est finalement compatible avec le fait de poursuivre la croissance économique, quand seulement 28% pensent le contraire. Donc vous voyez, dans les représentations, on n'y est pas encore complètement. Il y a des résistances, il y a des contradictions, il y a des clivages qui persistent dans une société finalement en perte de repères, où le bonheur doit se trouver ici et maintenant, et notamment dans la consommation. Il y a cette forme d'investissement symbolique dans la consommation qui apporte une forme de dignité par rapport à des formes de mépris qu'on a pu retrouver notamment dans le mouvement des Gilets jaunes, très bien expliqué par Pierre Rosanvallon. Pourtant, des signaux faibles déjà présents depuis quelques années et qui ont été accélérés par le Covid apparaissent. Les contours de nouvelles formes sociétales se dessinent, qu'on va appeler la transmodernité. Voilà. Et là, il va falloir que tu deviennes un tout petit peu plus explicite que je ne l'ai été tout à l'heure lorsque j'ai tenté de vous raconter ce que c'était que la transmodernité. Alors, vas-y. Donc, comme je vous le disais... Bon courage. Oui, c'est un petit peu ce que j'essaye de travailler dans mes recherches. L'hypermodernité qui nous berce depuis les années 80, on n'en est pas, bien entendu, sorti. On assume tous un certain nombre de contradictions par rapport à ça. On veut bien aider, on est sensible au fait qu'il faut faire quelque chose pour notre environnement, mais on n'est pas complètement prêt à ne plus prendre le TGV, à ne plus utiliser son téléphone portable, Internet, tous ces éléments de l'hypermodernité. Cependant, un certain nombre de théoriciens, finalement, proposent un nouveau paradigme qu'ils ont qualifié de transmodernité et que je reprends pour qualifier donc la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. En effet, depuis une quinzaine d'années, c'est toujours un petit peu souple, la périodisation, on constate un certain nombre de mutations économiques, socioculturelles, environnementales, technologiques, qui remettent en cause les modèles établis et favorisent un certain nombre de reconfigurations dans le rapport à l'espace, dans le rapport au temps, ainsi que dans les pratiques quotidiennes. Donc, finalement, la transmodernité, c'est un nouveau paradigme qui questionne le sens donné à la façon dont on vit et dont on se construit. Donc, on peut la définir comme une société finalement globalisée et interconnectée qui vise à postuler à la nécessaire transcendance de la crise de la modernité. Mais contrairement à la Poste, il n'y a pas de rupture. Une partie de mon boulot, c'est de te faire répéter ce qui n'est peut-être pas complètement explicite pour que jusqu'au moment où ça va le devenir. Je pense que c'est nécessaire que tu reprennes la phrase que tu viens de dire. Elle constitue la description d'une société globalisée et interconnectée qui vise à postuler à la nécessaire transcendance de la crise de la modernité et de l'hypermodernité, du coup, dans la foulée. Là j'ai compris les mots. Est-ce que j'ai compris le sens ? Alors, je vais expliquer. Donc, ça, c'est la définition que donne Marie-Josée Rodriguez-Magda. Je vais essayer de le définir avec mes propres termes. En fait, la transmodernité, ça renvoie à l'émergence d'un nouvel état sociétal de transition entre deux paradigmes. Celui de l'hypermodernité qui était basé sur le technocentrisme, le progrès infini, le culte de la performance et la surconsommation, qui existe toujours, et celui de l'éco-humanisme, au sens d'Edgar Morin, qui est en émergence et qui est basé sur un nouveau rapport à soi-même, un nouveau rapport aux autres et à l'environnement. C'est ne plus consommer, c'est moins consommer, c'est plus consommer, c'est consommer mieux. On n'est plus dans le consommer plus, on est dans le consommer mieux, donner davantage de sens à ses consommations, à son existence, habiter plus harmonieusement son corps et le monde. C'est se construire un nouvel art de vivre où la consommation est toujours présente, mais relativisée, on va dire. Et pour Edgar Morin, c'est la seule voie possible pour échapper à la catastrophe qui nous attend. Et on est plus dans l'introspection, dans la recherche d'expériences existentielles, dans la reconnexion, voire dans la spiritualité. C'est une forme d'orientalisation de la société, en fait. Là aussi, il faudra que tu me reprécises un tout petit peu. On est moins dans la performance, on est moins dans la démesure, dans l'excès. On est plus dans une forme de sagesse, d'équilibre, d'harmonie. Oui. L'orientalisation de la société, ça me rappelle quelques expériences anciennes qui étaient tout juste post-68 Ardes. Voilà.
Oui, mais je pense que dans cette transmodernité, on a des relents des années 70 où on voulait échapper à la consommation naissante. C'est totalement judicieux ce que tu viens de dire, parce que c'est exactement ce que je pensais. Merci Gérard. Donc on va essayer d'exemplifier tout ça. On va essayer d'exemplifier tout ça. Enfin, en d'autres termes, de donner des exemples. De donner des exemples. Mais j'ai fait un énorme effort depuis quelques années pour échapper au langage universitaire. J'ai du mal. Bon, d'accord. Alors, bon, qu'est-ce qu'on va... On va prendre 3 exemples. 3 types d'exemples. Sur la mobilité, sur le tourisme et sur les pratiques récréatives. On va commencer par la mobilité. Ouais. Chose importante. Ouais. Très, très, très importante. Il ne peut... Si on est dans le domaine qui nous est commun, souvent dans le travail qui nous a reliés l'un et l'autre, le tourisme, la mobilité est au cœur du fait touristique. Il n'y a pas de tourisme sans mobilité. La définition du tourisme, c'est sortir de chez soi, c'est foutre le camp. Très techniquement, c'est pas plus compliqué que ça. Je suis en tourisme lorsque je fiche le camp de chez moi. Passer une nuit hors de mon domicile, je suis touriste. C'est la définition internationale du tourisme. Voilà. Qu'on peut remettre en cause d'ailleurs. Hein? Qu'on peut remettre en cause. Mais qu'on peut remettre en cause, parce que la distinction qu'on faisait entre l'économie du tourisme, l'économie du loisir, jusque pendant très très longtemps, on a fait une distinction totale entre ces 2 économies. Cette distinction a totalement été battue en brèche. Maintenant, l'économie du tourisme et l'économie du loisir sont complètement intermêlées. Voilà. Exactement. Donc la mobilité, c'est vraiment un exemple intéressant, dans la mesure où c'est devenu un enjeu majeur de notre société, dans le domaine du quotidien et du réaménagement du territoire et du travail, mais aussi dans le domaine des loisirs et des destinations touristiques. Jean Viard, dans Éloge de la mobilité en 2006, le montre très bien. C'est une époque où la mobilité est extrêmement valorisée. On a besoin de se déplacer le plus souvent possible. Au milieu du XXe siècle, l'individu parcourait 5 km par jour en moyenne. 50 ans plus tard, il en parcourt 50 km. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui a énormément augmenté. Ça permet finalement la construction d'un nouvel espace de changement social par l'élargissement spatial. C'est-à-dire qu'on élargit son cercle finalement d'investissement qui devient extrêmement éclaté en de multiples centres d'intérêt qui ressemble à une forme d'archipel réel ou virtuel sur lequel on circule tous les jours dans notre temps de loisir. C'est le désir de gagner en liberté, de ne pas être assigné à résidence. C'est ça qui est important dans la mesure où la mobilité permet finalement de s'échapper d'un quotidien parfois trop contraignant. C'est se déplacer souvent, rapidement, loin. C'est très valorisé et valorisant. C'est le TGV, c'est tous ces nouveaux modes de déplacement qui permettent d'aller très très loin. C'est les avions de plus en plus rapides aussi. Mais cette forte mobilité, on peut quand même considérer qu'elle génère, qu'elle fragilise notre identité par un mouvement perpétuel et infini qui joue avec les appartenances et qui modifie finalement notre relation aux lieux et aux individus. Et on perd du coup un petit peu de relation dans son espace de proximité, dans son voisinage. On est toujours parti à droite, à gauche, et on n'a plus cet ancrage qui nous permettait hier de tisser des liens dans la proximité. Finalement, l'hypermobilité qui caractérise, qui se développe dans l'hypermodernité, on peut parler d'hypermobilité, qui joue sur la fréquence, la rapidité et le lointain. Le lointain, oui. Est vraiment porté par ce récit d'hypermodernité, est aujourd'hui questionné par la transmodernité. Et je vais essayer de vous en faire la démonstration. Dans une déclaration récente à la presse, Pierre Urmic, le nouveau maire de Bordeaux, déclarait, c'était il y a à peu près un mois, le TGV c'est fini. Il faut arrêter d'investir dans ce moyen de transport. Il y en a assez. Cela correspond à une époque révolue et à seulement 10% de la clientèle qui prend le tram. Quid des 90% restants? Et il déclare il convient de repenser et d'investir sur les TER pour aller au travail et se déplacer au quotidien pour des trajets courts lors des séjours touristiques
par exemple. Et c'est vrai qu'on a abandonné beaucoup de lignes de TER, de trains qui desservaient des petites gares, et que des gens aujourd'hui sont obligés de prendre la voiture parce qu'il n'y a plus la ligne de train. Et je pense, on a un très bel exemple ici, c'est la ligne Pau-Bedouce qui a été réaménagée et qui, pour moi, s'inscrit complètement dans cette idée qu'il faut de nouveau irriguer les territoires de proximité et pas obliger les gens à prendre systématiquement la voiture. Oui, deux remarques. La première, c'est que Pierre Urmic, peut-être, il lui arrive de temps en temps de parler vite. Ou de parler, parler trop vite. Parce que là, son affirmation est quand même un tout petit peu singulière et elle ne résiste pas à un minimum d'analyse. Hein. Oui, mais non, mais c'est aussi, il faut fournir une phrase choc pour que ça passe dans les médias et qu'un universitaire comme toi la reprenne devant une salle. Hein. Par ailleurs, deuxième point qui me gêne un peu dans tout ça, c'est de considérer que ce modèle qui est mis en place ne résout pas le fond de l'affaire. On en parlait tout à l'heure rapidement, dans les déplacements touristiques. Que je prenne un TER ou un TGV, peu importe. Peu importe, je peux prendre n'importe quel moyen de transport, un avion, n'importe quel... alors, il vaut mieux que je prenne le moins gourmand en CO2. Mais la question qui se pose, ce n'est pas le mode de transport que j'utilise. C'est comment je vais faire le dernier kilomètre. Tout tient là-dessus. Si je n'ai pas résolu le problème du dernier kilomètre, les modes de transport sont stériles. Que mon TER m'amène à Bedouce, et je fais comment pour aller de Bedouce jusqu'à l'Esquin? Et comment je vais faire depuis l'Esquin pour arriver jusqu'au gîte que j'ai à l'autre bout du village? Donc la notion du dernier kilomètre est au cœur et au centre de toute la réflexion des mobilités dans le monde du tourisme. Oui, dans le monde du tourisme, dans le monde en général, elle relève de manière beaucoup plus transversale d'un nouveau rapport, d'une nouvelle logique, de travailler sur la logique de proximité, de la logique de sobriété et de la logique de résonance avec l'environnement que l'on traverse, il me semble. La proximité, finalement, c'est essayer d'avoir des déplacements qui ne sont pas toujours dans le lointain, mais retrouver un sens à l'ici, à l'ici de proximité, à des territoires qui peuvent avoir du sens et qu'on a un petit peu oublié. La sobriété, c'est tous les transports collectifs, c'est le train plus que l'avion, c'est diminuer la voiture, c'est les mobilités douces, le vélo, la marche. On assiste à une véritable révolution du vélo aujourd'hui. Dans le cadre utilitaire comme dans celui des loisirs, la progression du nombre de kilomètres de pistes cyclables, 17 500 kilomètres en France, en est un très bon indicateur, ainsi que la diversification des vélos, VTC, VTT, VAE, gravel. Donc on a une révolution du système vélo qui est créatrice d'emplois et qui modifie complètement le rapport à la mobilité et le rapport à l'environnement par ce nouveau mode qui s'inscrit complètement dans la transmodernité. C'est quelque chose qui prend du sens aujourd'hui. Oui, une petite remarque, mais peut-être qu'on va y revenir ensuite. Ces modes de déplacement doux et apparemment très très écolos, le vélo et la marche, bon, il faut bien considérer que c'est passé sous le boisseau de l'hypermodernité d'une certaine manière. Parce qu'il faut considérer qu'un cycliste aujourd'hui, qu'un marcheur qui fait le GR10, transporte avec lui plus d'électronique qu'un Airbus de la première génération. C'est invraisemblable. On devrait se passer de tout ça, et non. C'est-à-dire que même, tout à fait Gérard, c'est que même si on va choisir une mobilité plus douce, on conserve quand même avec soi des éléments de l'hypermodernité qui nous permettent de communiquer rapidement à travers, ne serait-ce que le téléphone portable. On n'est jamais totalement déconnecté, ou en tout cas, si on le fait, c'est volontairement. Oui, tout à fait. Oui. Et comment ne pas faire une photo immédiatement lorsque je passe à pied devant un site intéressant, un joli paysage, je me photographie devant le petit paysage, devant le très beau paysage pour montrer que je suis là et que le paysage me sert de fond, voilà, et de l'envoyer immédiatement aux 10 000 followers qui me sont fidèles. Hein, voilà. Ouais.
Je te propose qu'on passe au deuxième exemple sur le tourisme, mobilité, tourisme, c'est assez lié. Oui, c'est extrêmement lié. Donc le tourisme est aussi un très bon exemple car il traverse la société. C'est un analyseur extrêmement puissant de notre société. Partir en vacances, être un touriste, c'est pas aussi anodin que on peut le penser. Et ce qui est intéressant, c'est que le statut aujourd'hui et les formes du tourisme se sont beaucoup recomposées dans une double logique finalement de permanence. C'est-à-dire qu'on a encore de l'hypermodernité, mais de changement à travers certains ferments qui sont plus en lien avec la transmodernité. Rien ne semble pouvoir arrêter aujourd'hui la conquête démesurée de la planète par le tourisme, ni la pollution qu'elle impose, ni la disparition des spécificités culturelles qui viennent niveler finalement les cultures locales. Le manuel de l'antitourisme qui est sorti récemment le montre bien. En tant que première industrie mondiale, le tourisme symbolise les dysfonctionnements de notre monde. Le tourisme hypermoderne, c'est le tourisme de masse, le tourisme de volume, le tourisme quantitatif, le tourisme de la démesure, avec des destinations surfréquentées, à l'image de Venise, de Barcelone, qui sont extrêmement... On passera un petit film à la fin sur Venise pour que vous voyez bien de quoi je parle. Le projet pharaonique et surréaliste de Dubaï, mais aussi le tourisme de croisière, le tourisme spatial. Vous voyez jusqu'où on va. On dépense des tonnes de carburant pour aller dans l'espace, mais quel sens cela a? Et on nous montre ça à la télé en même temps qu'il y a la COP 26 à Glasgow. Vous imaginez le grand écart et les contradictions. Oui, je voudrais juste là faire une petite remarque sur ce point-là. Cette sorte de dichotomie qu'il y a entre tourisme choisi et tourisme de masse, c'est-à-dire, voilà, on est tous dans la recherche, effectivement, de l'individualité en matière de tourisme. Ce que je veux. Je ne veux pas être parmi les toutous. Je ne veux pas être dans la foule des toutous. Et pourtant, la marchandisation complète du monde du tourisme, tu l'as évoqué tout à l'heure, fait que même des produits d'exception, des produits pratiquement unitaires, se trouvent pratiquement obligés de passer par la massification de leur commercialisation. Ce qui fait que je veux être seul, je veux être seul, et je me retrouve en masse sur une plage, ou je me retrouve en masse devant des grands sites. Cette sorte de, de passage obligé à la massification, me fait penser à une image qui vaut ce qu'elle vaut. Mais les touristes, sur les lieux où ils sont en masse, me font penser à ces canards de basse-cour qui remuent timidement les ailes en regardant passer dans le ciel un vol de canards sauvages. Voilà, je rêve au sauvage et je suis. Tout à fait, Gérard. Ouais. Donc... Alors, je sais que tu t'apparentes très peu au canard sauvage lorsque tu pars en vacances. Donc, le tourisme transmoderne, comment on peut le caractériser ? Quels sont les indicateurs au niveau de son émergence ? C'est un tourisme qui se veut être plus durable. On parle beaucoup de tourisme durable dans la continuité du développement durable, au sens de plus respectueux de l'environnement et des populations. C'est aussi un tourisme qui est mieux équilibré, mieux régulé entre les logiques privées marchandes et les logiques publiques qui sont là pour réguler les excès de la marchandisation. Mais c'est aussi un tourisme qui est plus intégré dans le développement territorial local, en prise avec l'urbanisme, l'environnement, la culture, l'économie. Le tourisme est vraiment intégré dans cette approche territoriale. C'est aussi un tourisme plus qualitatif. On recherche plus la quantité, mais la qualité, afin d'enrichir les expériences, de questionner le sens de ce que l'on fait pendant qu'on est en vacances, d'être à la recherche de l'authenticité, de rechercher une forme de réenchantement en fait par des pratiques beaucoup plus douces, beaucoup plus authentiques sur les territoires. Et c'est enfin un tourisme de proximité, davantage en prise avec le local, avec les circuits courts, les savoir-faire et les produits locaux. En somme et en bref, c'est un tourisme plus responsable. Tourisme responsable englobant toutes ces dimensions-là au sens de plus éthique. Alors, on parle de slow tourisme, on parle d'écotourisme, de tourisme vert, de tourisme solidaire. Toutes ces expressions vont dans le même sens. Elles nous obligent à réfléchir à
la forme de tourisme que l'on veut aujourd'hui développer lorsqu'on est un touriste. Oui, oui, mais enfin, en même temps, il faut considérer que toutes ces expressions sont un cache-sexe et que l'essentiel, c'est ce besoin de partir qui doit être considéré, mais la question mérite d'être posée à tous les niveaux, qui doit être considéré comme un besoin essentiel. Est-ce que partir, c'est un besoin si essentiel que ça ? Parce que si tu n'as pas le besoin de partir comme un besoin essentiel, le tourisme cesse d'être une économie nécessaire. Voilà. Je pense que partir reste un besoin essentiel. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on part ? Mais pourquoi est-ce qu'on est sur une consommation effrénée d'activité et de territoire ? Question très très antérieure, question pratiquement essentielle, initiale. Pourquoi je pars ? Pourquoi je pars ? Et c'est mon ami Montaigne, c'est un vieux copain, on se connaît depuis très très longtemps. C'est mon ami Montaigne qui avait donné en son temps une définition de cela qui vaut encore. Il se posait la question dans les essais, quel est l'objet de mes voyages ? Je ne sais pas ce que je cherche, mais je sais ce que je fuis. Tout à fait. Donc ce qu'il fuyait, c'est être là tout le temps. Il avait besoin des ailleurs. Il y a un appétit des ailleurs. Exactement, mais cet ailleurs-là, aujourd'hui, il est repensé. Il est repensé dans le fait de pratiquer moins d'activités. On va chercher à en faire moins mais mieux. C'est plus la consommation effrénée de 15 000 activités. C'est moins de territoires visités aussi. On ne va pas faire le tour du monde en une semaine. Ça commence à être un peu passé de mode. Mais on va mieux approfondir le territoire visité, de manière à mieux appréhender ses singularités, donner davantage la priorité à la culture locale, à l'environnement, recomposer les liens avec les habitants, mais aussi donc reconsidérer la façon dont les visiteurs s'approprient le territoire qu'ils visitent. Et de ce point de vue-là, la marche et le vélo sont des très bons vecteurs qui révèlent cette nouvelle forme de tourisme, car ils favorisent ces nouvelles appropriations des territoires, ces nouvelles relations avec les habitants. Donc effectivement, les pratiques récréatives, on en revient là, quoi. Tout à fait. On en arrive au troisième exemple sur les pratiques récréatives que j'ai essayé de mettre en parallèle avec les pratiques sportives. Le sport de compétition, le sport de performance qui s'est développé durant tout le XXe siècle a trouvé son heure de gloire avec l'hypermodernité finissante de la fin du XXe siècle et le sport de compétition, alors qui existe toujours, bien entendu, à travers les grands championnats du monde, les Jeux Olympiques. C'est le situs, altus, fortus. Qui fonctionne sur le dépassement de soi, l'illimitisme, que l'on retrouve encore ici, avec des aménagements de stades pharaoniques, des méga-événements dans des méga-métropoles, mais aussi des excès en tout genre, de la violence, de la tricherie, du dopage, des scandales financiers, qui viennent, bien entendu, malmener l'image de ce sport de haut niveau. Alors que en même temps, il existe toujours, mais il est quand même de plus en plus critiqué, mais ça reste un spectacle. Donc on a aussi envie parfois d'être devant ce spectacle-là, avec chacun ses sensibilités, bien sûr. Mais en même temps, se développent d'autres formes de pratiques. Elles ne sont pas nouvelles, mais elles se sont exacerbées. C'est toutes les pratiques de loisirs, les pratiques récréatives, qui sont aujourd'hui concernées par l'hypermodernité dans... Finalement, cette démesure que l'on recherche dans les pratiques de musculation du corps, pour être le plus beau possible, ou dans les pratiques d'exploration énergétique à travers les ultramarathons, les ultra-trails. Donc, même dans les pratiques récréatives, on retrouve encore ces relents d'hypermodernité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont de plus en plus aussi travaillées par la logique de la transmodernité, avec l'idée de la mesure, de la recherche de la mesure, l'harmonie, l'équilibre, qui sont aujourd'hui une caractéristique importante. Si vous pouvez faire passer le schéma, s'il vous plaît, que je vous ai proposé. Voilà. Donc ici, vous avez en fait un schéma qui résume bien, j'ai tenu à vous le montrer, parce que l'axe vertical, vous voyez, c'est ce qui caractérise l'hypermodernité, la performance, la démesure, l'excès à travers cette dimension de l'hypermodernité, avec des identités qui sont très performatives, qui sont très transgressives. On est sur des corps surnaturés, des corps pulsionnels. Et la transmodernité, elle a vu
bien entendu, cette logique-là est toujours présente, mais est venue se surajouter cette logique horizontale de la mesure et de l'équilibre avec plutôt un idéal du bien-être, la forme, la santé, un corps plutôt réflexif, et aussi l'idéal de la découverte avec toutes les formes d'identité fusionnelle avec l'environnement quand on s'immerge sur un territoire. Et la transmodernité, eh bien, c'est l'hybridation entre ces deux logiques. Là, tu sais que ton schéma est très bon et là, tu as été excellent. Merci. Parce qu'on a tout compris. Hein. Donc j'ai bien fait de le passer alors. Bon, d'accord. Voilà. Donc toutes ces nouvelles pratiques là, donc je viens de vous en parler. Alors à quelle demande finalement cette nouvelle offre récréative répond? Eh bien, tout simplement à une demande d'expériences corporelles qui sont les plus diverses, les plus sensorielles, où cohabitent, comme je viens de vous le montrer, la démesure et la mesure. C'est un nouveau rapport au temps, avec l'idée d'être de plus dans une forme de lenteur, de slow. C'est un métissage des sociabilités. On est bien entendu dans des pratiques solitaires, mais aussi de plus en plus dans des pratiques de reconnexion aux autres et à son environnement. Donc c'est des pratiques qui sont extrêmement hybrides et qui symbolisent ce que j'appelle une culture récréative plurielle, hein, au service de l'invention de soi et de la reconstruction de soi dans une nouvelle forme de société que j'ai appelée la transmodernité. Alors cette approche, elle est structurée par le parti pris de théorie qui consiste à considérer les pratiques récréatives comme des manières finalement de mieux habiter son corps et de mieux habiter son environnement. On parle d'habitabilité récréative, c'est la façon dont, en fonction du lieu que vous habitez, comment vous appropriez votre environnement proximal, ça peut être votre quartier, votre village, pour finalement vous fabriquer ce qu'on appelle un art de vivre situé à travers la dimension symbolique de ces activités. Et je voudrais terminer par l'activité course à pied sur laquelle je travaille depuis 3 ans. Et un ouvrage va sortir sur cette activité-là, où j'ai cherché à montrer à travers la course à pied... Tu peux nous dire les titres, parce que le titre et les titres de chaque tome, parce que je trouve ça délicieux. Voilà. Alors, l'ouvrage global s'appelle pour l'instant les 3 révolutions de la course à pied, donc la révolution postmoderne. Bon, ça c'est pas fantastique, tu vas pas avoir le Nobel. Tu vas pas avoir le Nobel avec ce titre-là, mais enfin il est explicite. Donc il y a 3 tomes. Le premier s'appelle De Spiridon à Nike, pour bien montrer comment les coureurs se sont inspirés d'une revue qui s'appelait Spiridon, qui était sur une nouvelle façon de courir pour aller jusqu'à Nike, et symbole de la course comme pratique de consommation. Parce il se trouve que même si c'est un public choisi, il y en a qui ont une connaissance imparfaite de l'Antiquité. Spiridon, c'est qui? Alors, Spiridon, c'était le premier vainqueur du premier marathon dans la rénovation des Jeux Olympiques à Athènes en 1996. Voilà. Donc, c'est le nom qu'une revue a adopté, la revue Spiridon, qui naît en 1971 pour développer une nouvelle forme de course à pied qui sort de la course à pied de compétition dans les stades. C'est l'apparition du jogging, c'est les premières courses hors stade, les premiers grands marathons populaires qui viennent rompre les usages athlétiques antérieurs, en fait. Voilà. Bon, Spiridon à Nike. Nike, je pense qu'on connaît tous. Voilà. Ouais. Et Nike, c'est pour symboliser finalement que le coureur à pied, au début, il veut se départir de la compétition, mais il revient par la consommation. Et Nike, finalement, symbolise cette consommation du coureur qui, dans la période suivante, se radicalise avec donc l'hypermodernité, où là on rentre dans le toujours plus, les l'ultramarathon, les ultra-trails, toujours plus de distance, toujours plus de dénivelé, toujours plus de difficultés, toujours plus d'extrêmes, pour en ressortir grandi, se valoriser. L'hypermodernité est un réservoir de valorisation, et la course à pied le montre bien. D'accord. Pour déboucher, donc le second tome s'appelle De Sisyphe à Ulysse, pour montrer en fait que la course à pied devient sisyphéenne, mais en même temps explore toutes les dimensions touristiques de la planète entière. On va courir dans le désert, on va courir en Himalaya, on va courir en Amazonie, et le coureur à pied devient un globe coureur, comme le globe trotteur. Oui, bon, voilà. D'accord, très bien. Et on arrive à la dernière révolution. Donc oui, parce qu'il faut qu'on arrête là. Ouais. Ouais.
Donc sur la transmodernité, pour l'instant, ça s'appelle de Prométhée au GAFA, ou à Google, si on pourrait le dire comme ça. C'est tout l'aspect de la technologisation du coureur qui aujourd'hui utilise tous les outils informatiques pour mieux s'évaluer, pour mieux se repérer, pour se comparer entre coureurs à travers des applications comme Strava. Donc on rentre dans une nouvelle technologisation et en même temps, il y a aussi une forme d'écologisation et on commence un peu à critiquer les ultras et à venir sur des courses plus humaines, plus douces, plus écologiques, où on cherche moins à dominer la nature qu'à s'immerger dedans. Bon, très très bien. Bon. Je voudrais conclure. Je voudrais conclure. Tu voudrais conclure, ouais. C'est une bonne idée. Ouais. Donc, pour conclure, je dirais qu'à travers les 3 exemples qu'on a essayé de vous présenter, on a voulu illustrer le fait qu'aujourd'hui, on est à un immense défi qui est celui de la transition sociétale. Ce n'est pas seulement un défi technique et économique, c'est aussi un défi culturel et social, ainsi que politique, en matière de gouvernance, pour le faire accepter par le plus grand nombre. Le passage du toujours plus au toujours mieux n'est pas simple, il ne se décrète pas, il se construit progressivement à partir d'innovations, d'hybridation et de compromis que l'on a pu pointer dans la transmodernité. Edgar Morin, dans son ouvrage « La voie pour l'avenir de l'humanité », écrit « Pour élaborer les voies qui se rejoindraient dans la voie la plus prometteuse, il faut à la fois mondialiser et démondialiser, croître et décroître, développer et envelopper, conserver et transformer. Le fait d'accoler des termes comme ça qui s'opposent montre bien toutes les contradictions de la transmodernité et de l'époque que l'on traverse. Donc, je terminerai par 2 grands écrivains français qui m'ont inspiré. Victor Hugo qui écrit « Rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue ». Et on a beaucoup entendu « Le temps est venu de ». Ou encore Charles Péguy qui écrit « Pour hier, il est trop tard ». Mais pour demain, il n'est pas trop tard. L'heure qui sonne est sonnée, le jour qui passe est passé, demain seul reste, et les après-demain, ils ne resteront pas longtemps. Bon, merci beaucoup. Voilà. Bon, vous l'avez bien compris, dans cet exercice, moi j'étais la mouche, il était le coche. Hein, d'accord. Et il nous reste 10 minutes. Vous allez dire, en parlant très explicitement dans un micro, parce que si vous ne parlez pas dans un micro, ça ne sert à rien, vous n'êtes pas enregistré et plus personne n'entendra parler de vous. Hein, donc il faut que vous parliez, si vous avez quelque chose à dire, si vous avez beaucoup de... Comment ? Ah là, zut. Alors on va passer la vidéo sur Venise et vous nous raconterez votre dernier séjour à Venise. Allez, entendu. On y va. Envoyez la vidéo. Une ville considérée comme l'une des plus romantiques de la planète. Victime de son succès, la Sérénissime est maintenant submergée par les touristes. En 12 mois, Venise accueille plus de 30 millions de visiteurs. C'est un nombre qui ne cesse d'augmenter, ce qui veut dire qu'il y a plus de 500 touristes pour chaque résident. C'est un peu comme si, à Montréal, on accueillait plus d'1 milliard de personnes en une seule année. Venise est bien sûr unique, mais elle n'est pas la seule à être envahie. La vague touristique frappe tous les continents. C'est une industrie qui vaut 10 % de la richesse générée sur la planète. Plusieurs facteurs expliquent ce boom. D'abord, il n'a jamais été aussi abordable de voyager loin en avion. De plus en plus de visiteurs viennent de pays émergents. Et puis, il y a Internet. L'accès aux cartes et aux recommandations facilite les voyages à l'étranger. Et toutes ces photos que nous affichons donnent des idées à nos amis. En 2019, le tourisme de masse n'apporte pas que des dollars, il apporte également son lot de complications. Par exemple, il y a tellement de gens que se déplacer, trouver son cliché ou encore un endroit pour se reposer devient une sorte de parcours du combattant. Et bien sûr, le tourisme de masse pollue. Il y a tous ces déchets que Venise peine à ramasser et c'est sans compter les gaz à effet de serre produits pour venir jusqu'ici.
Et à Venise, les touristes chassent les résidents. De nombreux appartements ont été transformés pour loger des touristes qui paient plus cher. Les boulangers ont fait place aux vendeurs de gelato. Pour protéger les trésors de Venise, les autorités ont fait quelques pas. D'abord, ces gros navires ne pourront plus circuler aussi près du centre historique. Et puis, pour voir Venise, les visiteurs devront payer. Venise a également décidé de sévir contre des comportements jugés inappropriés, comme se baigner dans le canal ou encore s'asseoir dans les escaliers. Mais tout ça, ce n'est pas qu'à Venise. Beaucoup de villes doivent maintenant résoudre le casse-tête du tourisme de masse. Autour des lieux les plus populaires, les infrastructures sont débordées. Chaque jour, il faut du temps et de l'énergie pour effacer les traces du passage des touristes. Même les pelouses n'en peuvent plus. Certains musées ont maintenant des difficultés pour bien accueillir des foules records. Ici, 30 000 personnes viennent chaque jour dans l'espoir d'apercevoir un portrait au sourire énigmatique. Et parfois, ces foules débordent dans des petites rues paisibles. Les touristes deviennent alors des envahisseurs qu'on ne veut plus accueillir dans son quartier. Autant de signes qu'il y a trop de visiteurs au même endroit et qu'il faut faire quelque chose. À certains endroits, les responsables ont décidé de limiter le nombre de visiteurs. D'autres imposent des limites à la location d'appartements de courte durée. Ailleurs, on imagine des circuits touristiques alternatifs afin de mieux répartir la masse de visiteurs. Évidemment, il n'est pas question d'interdire le tourisme, qui est d'ailleurs en pleine expansion. Et c'est peut-être là l'ironie, il y a peu d'endroits sur la planète où les dollars des visiteurs ne seront pas les bienvenus. Une ville considérée comme l'une des plus romantiques de la planète. Victime de son succès, la avant Sérénissime de passer le micro, juste une dernière remarque, parce que à cet instant précis, aujourd'hui, à cet instant précis, Jean Castex, notre bien-aimé Premier ministre, n'est-ce pas, va présenter un plan de reconquête touristique. Alors là, non, je vais être un petit peu moins abscon. Il se trouve, vous ne le savez pas, mais qu'on a beaucoup de chance. On a un président omniprésent, omniscient, omnipotent et même un tout petit peu omnicontent. Et donc le tourisme ne pouvait pas échapper à son talent présidentiel. Et à Saint-Cirque-la-Popille, il y a de cela quelques mois, il a lancé l'idée effectivement d'un plan de reconquête touristique. Ce n'était pas simplement pour reconquérir toutes les clientèles perdues, mais c'est pour transformer le tourisme en profondeur. Et on retrouve dans les axes de ce plan qui a fait l'objet d'un circuit, d'un tour de France de concertation, dans les axes de ce plan, on retrouve une grande partie des points auxquels on est confronté sur la reconquête, effectivement, donc non seulement des sites, tout ça, le travail, effectivement, sur l'exigence écologique et les produits de tourisme doux. Donc on est au cœur de ce truc-là. Et Jean Castex est en train de le présenter maintenant. Alors je suis un tout petit peu impatient d'en connaître le contenu. Il y a quand même à peu près 2 milliards d'euros à la clé. C'est pas pourri, ça devrait faire quelque chose. Voilà. Bien entendu, ma considération sur le caractère omni du président était un tout petit peu ironique. Je le précise au cas où ça n'aurait pas été perçu comme ça. Voilà. Alors, qui c'est qui veut prendre la parole? Voilà. Voilà. Alors, j'insiste sur le fait qu'il faut que vous parliez dans le micro, parce qu'autrement, on va se faire gronder. Oui. Juste une question. Vous n'avez pas parlé vous avez parlé d'hypermodernité, mais le tourisme, mais vous n'avez pas... J'ai pas entendu ou j'ai pas saisi le sens. Plus près. J'ai pas saisi le sens de la médiatisation des médias qui portait cette hypermodernité. C'est très simple. On est dans l'hypermodernité, c'est l'hypermédiatisation. C'est-à-dire que l'hypermédiatisation s'est développée dans la logique de l'hypermodernité. On est sur l'hypermondialisation, l'hypermédiatisation, l'hyperconsommation. Le terme d'hyper est tout à fait caractéristique de cette logique qui irrigue cette période-là. Parce qu'en fait, bon, la télévision, on parle oui. de cela,
incite les gens à aller toujours plus loin. Bien sûr. Quand on fait des treks, quand on voit des treks Ouais. autour du Mont Blanc, c'est surtout la télévision et ces médias, je pense, qui incitent les gens à toujours aller plus loin, à vouloir se dépasser, ou faire du vélo, ou faire les châteaux de la Loire en vélo, partir et autres. Voilà, Ouais, vous avez tout à fait raison. C'est l'ensemble des médias qui alimentent finalement ces valeurs qui, quelque part, nous influencent et nous donnent envie de toujours aller plus loin, nous dépasser dans nos propres limites. C'est tout. Non, mais c'est... Les médias en fait, ne font que stigmatiser des valeurs qui sont produites par la société. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ici, insistance sur... Je vais être très insistant. Parlez dans le micro et mettez le micro près. Oui, très près. Moi, c'était plus une question par rapport au voyage. Et ce qui me semble important, c'est que là, on a beaucoup parlé du voyage extérieur, mais très peu du voyage intérieur. Et ça rentre vraiment dans cette existence extérieure qui est liée justement à ce voyage permanent, à cette consommation permanente, à tout ce matérialisme, et qui fait que finalement on en oublie totalement de pouvoir faire ce voyage intérieur. Je pense que si vraiment il pourra avoir une révolution globale, que s'il y a déjà une révolution, je dirais, spirituelle, de façon globale, et et intérieure. C'est tout ce que je voulais donner comme information. Je partage totalement, et on voit bien comment la logique horizontale que je vous ai présentée sur l'équilibre, l'harmonie, la maîtrise, ce que j'ai appelé l'orientalisation de la société à travers les pratiques réflexives de relaxation et de yoga qui se multiplient avec donc cette influence orientale, montre bien que la transmodernité, elle émerge progressivement et de plus en plus parce qu'elle vient contrecarrer finalement ce voyage extérieur qu'on nous a survendu, qu'on a surjoué, et comment à un moment donné, pas le remplacer, mais faire cohabiter voyage extérieur et voyage intérieur. On est plus dans la cohabitation aujourd'hui que dans le passage d'une nouvelle forme qui qui effacerait complètement l'autre. C'est-à-dire qu'on est quand même encore toujours un peu prisonnier d'un certain nombre de contradictions. Je pense que le touriste transmoderne, comme même l'individu transmoderne, il est dans la contradiction permanente, parce qu'il est travaillé par des logiques qui sont elles-mêmes différentes. Mais même le yoga, on rentre dans une sorte on est encore dans une sorte de consommation et qui finalement n'est pas vraiment la substantifique moelle de l'être qui est vraiment de pouvoir le yoga est un très bon exemple. C'est un très bon exemple parce qu'au départ, on était sur des pratiques extrêmement, différentes de l'hypermodernité. On était vraiment dans le retour à soi-même, le voyage intérieur, la spiritualité. Et on voit maintenant que comme c'est à la mode, c'est devenu un marché. Et donc, il y a des salles de yoga qui ouvrent et qui ne sont plus dans l'esprit initial circuit en boucle, du yoga, et qui marchandisent des formes de yoga qui ne ressemblent pas du tout à l'esprit initial. Oui, bon, ça me fait penser qu'il y a une inépuisable économie du rêve, et que ça présente un double avantage, c'est que le rêve, c'est abondant et ça coûte pas cher. Et ça rend libre. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? On a épuisé notre temps. Allez-y. J'ai pas vu l'heure. Ça fonctionne, oui. Oui. 3 remarques. Oui. Je pense que c'est pour vous faire pardonner que vous nous dites que voyager est un besoin qui aujourd'hui me semble très encouragé par les entreprises de tourisme et par la publicité. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que l'hypermodernité dont vous parlez, et je pense qu'elle a encore malheureusement de beaux jours devant elle, et j'en vois tous les jours encore des progrès, et que la transmodernité dont vous parlez, vous en rêvez, comme moi, mais je ne la vois pas... Vous avez donné des exemples que je reconnais valables, mais c'est vraiment peu de choses.
je trouve, par rapport à l'hyper... à l'excès dont vous avez souligné les défauts. Je suis d'accord avec vous, mais on ne peut pas nier qu'elle est en émergence et et que le Covid a été un excellent révélateur. Parce que comme on pouvait beaucoup moins consommer, de par les multiples contraintes qu'on avait sur la tête, on a réappris à vivre différemment dans notre rapport à nous-mêmes, nos loisirs du quotidien, dans le rapport aux autres et à l'environnement. On était moins amené à consommer puisqu'on était limité à 1 kilomètre autour de chez soi et une heure par jour. Donc je pense que ça nous a montré qu'on pouvait aussi consommer et vivre différemment. Le problème, c'est qu'une fois tout ça terminé, la majorité a tendance à revenir à ses consommations anciennes. C'est questionnant, mais c'est la réalité. Une dernière remarque que je ne peux pas m'empêcher de faire, et moins agréable peut-être. J'ai la confirmation que la sociologie n'est pas une science, mais un art impressionniste qui a aussi son charme. Merci. Je ne l'ai pas vécu comme désagréable. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il se trouve que c'est l'heure de l'apéro. Merci.